souvent que le leader connaît le chemin, il montre le chemin, il emprunte le chemin. Et moi, je sais que c'est le bon chemin. Bienvenue dans votre podcast Les Confessions du JD. Pour ce nouveau numéro, nous recevons Monsieur Papa Karim Diop. Il est manager financier au niveau de Bio24. Il est Toastmaster et il est également ancien président du CJD. Papa Karim, bonjour. Bonjour Carlos. L'objectif de ce podcast, c'est de partager le parcours du JD pour inspirer tous ceux qui vont l'écouter. Et on va naturellement commencer par, je vais dire, la naissance ou l'enfance de notre ancien président. Parlez-nous de votre enfance, président. Merci beaucoup, Carlos, de me donner l'opportunité de partager mon enfance, qui n'est pas une enfance extraordinaire, mais disons que je suis né à Dakar Plateau, dans un quartier qui s'appelle Darussalam. Darussalam. Darussalam, oui. Donc, vous savez, à Dakar Plateau, il y a des quartiers traditionnels. À Darussalam, Kaifindou, il y a Rukudjune. Ces quartiers existent toujours? Oui, c'est toujours à Dakar. Ah ouais? Voilà, donc j'ai grandi là-bas. J'ai fait mon école primaire à l'école Libération. Vous connaissez, Djarafal le pays, c'est une école qui est juste en face du port. Ok. Voilà, et ensuite je suis allé au lycée Kléber. Certains reconnaîtront, et le lycée Lamine. Ok. Donc moi, je connais que la ville et maintenant je travaille à Dakar. Vous voyez, donc... Ouais, finalement, vous êtes né à Dakar Plateau, voilà, grandi à Dakar Plateau, et vous travaillez à Dakar Plateau. Effectivement. Ne me dites pas que vous habitez Dakar Plateau. J'habite à Dakar Plateau, à la rue Polol. Alors, des frères, des sœurs? Ah oui, j'ai des frères, j'ai des sœurs également. Je suis l'aîné d'une famille de 4 personnes. Ok. Voilà, je suis l'aîné. Y compris toi? Oui. Donc, ou bien 4 plus toi? C'est 4. Il y a moi et mon frère, et j'ai 2 sœurs. 2 sœurs, ok. Et un demi-frère, voilà. Un demi-frère. Voilà. Côté paternel? Côté maternel. Côté maternel, voilà. Excellent. Très bien. Donc, je suis l'aîné d'une famille, et voilà. Et donc, nous avons grandi à Dakar Plateau. Mais il y a une parenthèse dans ma vie, parce que mon papa habitait à Mbaké. Mbaké, vous connaissez, c'est à côté de Touba. Oui. Donc, après la naissance de ma sœur, nous sommes partis à Mbaké. Ok. Parce que mon papa habitait là-bas. Ok. Voilà, et on est resté là-bas. On n'a pas duré longtemps là-bas parce qu'il est décédé malheureusement. Ok. Et on est revenu à Dakar. Ok. Donc, moi, j'avais 6 ans. 6 ans? Voilà. Quand vous êtes revenu à Dakar? Voilà. Ok. Donc papa est parti tôt, quoi? Très tôt, à 44 ans. Voilà, et donc j'ai commencé l'école primaire là-bas, 6e, 5e. C'est après que nous sommes rentrés à Dakar et j'ai continué mes études ici. Tout à l'heure, quand je t'ai demandé de parler de l'enfance, tu m'as dit que ce n'était pas extraordinaire. Pourquoi? C'est pas extraordinaire. Bon, vous savez, c'est pas une enfance... c'est pas comme je voudrais pas que... bon, c'est une enfance normale. Mais c'est une enfance, tu sais, que quand tu grandis et que tu sens l'absence du papa. Et quand moi je vois les relations que j'ai avec mes enfants, je vois l'importance que le papa a sur la vie de ses enfants. L'orientation que le papa donnait et la motivation surtout que le papa donne à ses enfants. Et maintenant, j'imagine maintenant quelqu'un qui grandit comme ça, sans voir son papa à l'école, la rentrée des classes, la rencontre parents-professeurs, vous voyez, aller jouer au football, partage de petits secrets. Ça, c'est des choses qui vous marquent. Alors, normalement, quand on fait cet entretien, j'y vais de manière chronologique, mais on va faire un saut dans le temps. Voilà. Comment, dans ta vie d'aujourd'hui, de parent, le fait d'avoir grandi finalement sans ton père t'influence aujourd'hui en tant que parent? On va revenir sur le parcours. Oui, effectivement. Comme on était sur le sujet. Voilà, c'est important. Bon, parce qu'en fait,
les enfants ne sont pas tellement imprégnés de toutes ces histoires-là. Mais toi, tu dis, comment je pourrais faire? Parce que souvent, c'est le papa qui est le modèle d'éducation. Souvent, on dit que je veux faire comme mon papa. Tu as combien d'enfants? J'en ai 4. Combien de garçons? J'ai un garçon, 3 filles. Wow. Ouais, ma fille est née à 20 ans. Donc, quand vous étiez revenu de Mbaké à Dakar, vous étiez dans la maison familiale. Oui, effectivement. Voilà, on est côté paternel ou côté maternel? Côté maternel. Côté maternel. Voilà. Et donc, avec la grand-mère maternelle? Avec la grand-mère maternelle, les oncles et tout ça. Comment ça se passait? Oui, bon, vous savez, c'est de grandes familles. De Dakar, voilà quoi. Donc, c'est bon, heureusement que ma grand-mère, j'étais comme son fils. Hein. Souvent, les grands-mères gâtent un peu les enfants. Voilà, j'ai trop... De beaux souvenirs avec elle? Ah oui, énormément de souvenirs. Hein. Je pense qu'on était complices. Et ce qui me... je vais raconter peut-être une anecdote pour la grand-mère. Une fois, j'étais au lycée Lamine Gueye. Hein. Je pense que je jouais au foot et je me suis cassé le bras. Cassé carrément? Carrément le bras. Et je ne suis pas rentré. Ah ouais? À un certain moment, il disait, je pense que Karim a quelque chose. La grand-mère? Oui. Elle avait senti? Elle avait senti ça. Wow. Karim, il faut aller le chercher parce que je pense qu'il a quelque chose. C'était le seul jour où tu n'étais pas rentré tôt? Voilà, tôt, voilà, je ne suis pas rentré tôt. Parce qu'après, on m'a amené directement à l'hôpital. Ok. Elle avait ressenti ça. Elle a ressenti ça. Et on était vraiment des complices. C'était presque... Bon, c'est ma grand-mère, mais elle m'a allaité pour te dire. Parce qu'il a un fils. Vous étiez de même âge? Voilà, de 3 mois de différence d'âge, vous voyez, donc c'est pareil. Et en ce moment, maman était où? Ma maman, dès qu'on est revenu de Mbaké, elle n'habitait pas dans la maison familiale. Voilà, donc elle habitait avec mes frères. Ensuite, elle s'est remariée. Ouais. Ok. Voilà. Et ouais, il fallait lui laisser sa liberté, son espace. Mais heureusement, c'est bon. Hein. Moi, je n'ai pas regretté. Parce que vivre à Dakar Plateau, ces périodes-là aussi, c'est très bien. C'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Pourquoi? Dans ma vie d'adulte. Comment? Parce que ce n'est pas une vie facile. Donc, très tôt, tu vas commencer à te prendre en charge. Ok. Très tôt, essayer de faire quelque chose. Essayer aussi de te battre. C'est un combat éternel tous les jours. Et ce qui m'a sauvé, entre guillemets, j'avais toujours cette envie d'apprendre. Ok. De continuer mes études. Tu sais, moi, il y a des mots-clés qui ressortent dans ton histoire. Et le mot-clé que je viens d'identifier, c'est sauver. Oui. Pourquoi sauver? Parce que c'est un milieu aussi. Vous savez, c'est un milieu, bon, je ne vais pas dire milieu danse, mais c'est un milieu qui est... bon, si on n'a pas la tête sur les épaules, on est embarqué facilement. Oui. Parce que là, on ne sent pas le temps passer. Quand tu es dans ce milieu-là, les générations arrivent et tu es toujours... Chaque nouvelle génération, tu restes dedans. Et puis les gens qui rentrent dedans en sortent très difficilement. Et c'est le monde de la nuit. Hein. Oui, c'est le monde de la nuit, où il y a l'argent, il y a la vie facile, il y a les filles. Hein, vous voyez, il y a tout ça, quoi. Voilà, donc, et puis en tant que jeune, si tu commences à avoir de l'argent, si tu ne fais pas gaffe. Et puis c'est un milieu aussi, il y a beaucoup de tentations. Hein. Oui. Le tabac, les stupéfiants, un peu de drogue, tu vois, les filles, la bière et tout ça. Mais Dieu m'a sauvé. Je suis rentré dans ce milieu-là. Je n'ai jamais pris une goutte d'alcool. Ah ouais? Je n'ai jamais fumé aussi, également. Ah ouais? Oui. C'était rare. Ah, ça, c'est... Et qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à rester, je vais dire, sur le droit chemin, finalement? Oui, parce que... c'est pour ça que je dis souvent, ça m'a sauvé. Parce que moi, dès le départ, j'avais une vision claire de ce que je voulais faire. Ok. Je faisais de l'animation, j'étais dans ce milieu-là, mais je me disais que je ne fais que passer. Ok. Tu continuais tes études. Voilà, parce que je le faisais pour payer mes études. Oh, les objectifs étaient... C'était ça, c'était clair. Je dois faire des études supérieures, je dois
continuer à apprendre, mais il faut trouver les moyens de ma politique. Et ces moyens-là, il n'y avait que ça pour l'instant. Okay. Et comment s'est passée la scolarité globalement quand vous étiez revenu à Dakar? La scolarité, après je suis allé à l'école primaire. Mais moi, par contre, je n'avais pas besoin de motivation pour apprendre. Moi, j'ai toujours aimé. Tu étais autonome? Autonome. Même avant d'entrer à l'école, j'adorais lire les... Parce que ma maman lisait... Avant, il y avait des... Comment on appelle, des romans, des trucs que les femmes lisaient, tout ça. Les romans policiers? Non, c'était des romans de l'eau de rose, là. Et voilà, des trucs de femmes, là. Qu'on lisait. Hein. C'est comme maintenant avec les séries, hein. Mais là, c'était sous forme de romans, quoi. Et j'adorais apprendre à lire. Hein. Oui, je regardais les trucs et j'adorais ça. Et j'adorais écrire aussi. Bien que tu écrivais? Oui. Bien que j'essaie de faire n'importe quoi. J'écrivais sur les murs, un peu partout. Donc, moi, j'ai toujours aimé cette langue française-là. Voilà. Mais aujourd'hui, tu es financier et moi, ça fait un moment qu'on se connaît. Et depuis que je te connais, je ne pouvais pas dire que tu avais ce côté, quoi. Oui, moi, c'est le financier que je vois. Oui, c'est le financier, maman. C'est après. C'est après. Mais moi, je vivais comme ça. On était avec mes oncles et tout ça. Vraiment, c'était un groupe solide. Hein. Et c'était mon oncle aussi, c'était le DJ. Hein. Un DJ reconnu en ville qui faisait le beau temps là-bas. Donc, vraiment, c'était un milieu où vraiment, on avait quand même à gagner là. Moi, ce que je faisais, on faisait les soirées jusqu'à 5 h du matin. Je me retirais parce qu'à 8 h, je dois être à l'école. Attends, tu termines la soirée à 5 h du matin pour être en mesure d'être à l'école. Bon, après, quand on est jeune, on se sent un peu super mal. Voilà, on se sent super mal. Mais surtout, ce qui est important dans ce but, c'est la motivation. Il faut toujours avoir la motivation de faire. Quand on est motivé, on ne regarde pas les difficultés. On dit que c'est normal que ça soit difficile. Il faut d'abord accepter cette difficulté. Moi, je l'ai accepté tout. Je dis que cette vie-là, ça doit être difficile. Excellent. Parce que je suis orphelin de père. C'est comme je ne vis pas avec ma maman, mais je ne dois pas arrêter de me battre. Cette vie-là ne me fera pas de cadeau. Mais je l'accepte déjà, je vais me battre. Et tu as été conscient comme ça? Dès le départ. Clairvoyant. Qu'est-ce qui a fait ça? Parce que ce n'est pas forcément tout le monde qui, même malgré cette situation, qui pouvait être conscient, prendre conscience de la chose et puis... Oui, peut-être c'est ça qui est un peu difficile. Mais même moi, je ne sais pas c'est quoi, mais j'ai toujours... Tu as eu une maturité? Une maturité dès le départ. Être autonome. Et puis envie de se battre, envie même de sortir de notre situation. Je ne veux pas être fataliste. On peut se battre, on peut changer les choses. Excellent. Voilà. Et maintenant, on parlait à l'instant de la scolarité, voilà, jusqu'au bac. Oui, voilà, donc après j'étais à l'école primaire, là-bas, il y a une école qui est là-bas, vers le port, là. L'embarcadère, hein, pour aller à Gorée, ça s'appelle. Après, je suis allé. Bon, j'ai passé une saleté. Je n'étais pas trop, comment dire, un élève extraordinaire. Voilà, mais quand même, j'arrivais, j'étais juste moins. Tu passais les classes? Oui, je passais les classes. J'ai eu l'entrée en 6e. Ça aussi, c'est une période qui m'a beaucoup marqué. Parce que je me dis que moi, là, je me rappelle très bien. Si je n'ai pas l'entrée en 6e, ça veut dire que c'est fini les études. Parce que je sais que je n'aurai pas les possibilités de me faire payer des cours. Parce qu'avant, si tu n'as pas l'entrée, tu peux aller à l'école privée. Donc, c'est quelque chose que je devais réussir coûte que coûte. Mais je veux dire, quand on parle de l'entrée en 6e, voilà, on parle d'un jeune enfant. D'un jeune enfant, mais qui a cette maturité-là de dire, moi, je dois réussir cette thèse-là parce que je n'ai pas envie de m'arrêter là. Parce que moi, je me rêvais d'être docteur, par exemple. Pas comptable. Pas comptable? Oui. La comptable, je dis que ça m'est arrivé par accident. Hein? Ah oui? Ah oui, parce que jusqu'au bac, je ne connaissais même pas la comptabilité, je ne savais même pas. Je suis allé à l'université parce que moi, je voulais faire médecine. Hein. On ne m'a pas orienté en médecine et on m'a orienté en sciences économiques et de gestion. Ok. Et je suis arrivé là-bas. Bon,
j'ai perdu ma motivation. Mais dans ces matières-là, je vois une matière qui s'appelait comptabilité et on parlait beaucoup d'argent. Après le bac, je ne suis pas orienté en médecine comme je le voulais, on m'a orienté en sciences économiques et de gestion. Et donc, je suivais les cours et parmi ces cours-là, il y avait une matière qui s'appelait comptabilité. Ok. Donc, quand je suis rentré pour la première fois dans ce cours-là, les gens parlaient beaucoup d'argent. 10 millions, 20 millions, on parlait de caisse banque. J'ai dit, mais c'est quelle matière-là? On ne peut que parler d'argent. Alors, toi, tu étais un peu polarisé à Jean quand même. Voilà, parce que pour te dire qu'il y a des comptables qui ont commencé à faire la comptabilité depuis la seconde. Oui. Voilà, il y en a qui commencent à... qui ont fait la série de gestion. Voilà. Bon, moi, j'ai eu un bac scientifique. Ok. Et on n'a jamais fait de comptabilité. Pour dire que je ne connaissais pas cette matière. Donc, ça m'a un peu interpellé. Je dis, mais attends, mais... À défaut de la médecine, oui, je regarde un peu l'argent. Et puis là, on me disait que non, le comptable dans l'entreprise, c'est lui qui garde l'argent. Ah, j'ai dit, mais c'est intéressant. Est-ce que c'est sûr que tu seras payé comme si tu gardes l'argent? Voilà. À la fin, on ne peut pas te dire qu'il n'y a pas d'argent. Voilà, sûr, parce que tu as les clés du coffre. J'ai dit, mais je vais voir. Après, j'ai regardé, ça m'a un peu... voilà, j'ai dit, mais pourquoi pas? Et moi, comme j'ai l'habitude, je dis, quel que soit le métier que tu choisis dans la vie, il faut essayer d'être le meilleur possible. Absolument. Voilà. Sinon, ça ne sert à rien de faire. Je dis, bon, d'accord, je vais faire la comptabilité, mais je vais aller à la base. Oh. J'avais le bac, mais je suis allé faire ce qu'on appelle le BEP. Ah ouais? Niveau BFM, oui. Le BEP? Oui. Ok. Je peux aller directement faire BTS, des trucs comme ça. Hein? DSC, j'ai dit non. Je commence à la base. Ok. Et je suis allé faire pendant 2 ans le BEP. Et je veux dire, tu l'as fait quand? Parallèlement? Non, j'ai arrêté. Tu as arrêté? L'université. Tu as arrêté l'université? Oui. Pour aller faire un BEP? Oui. Raconte là. Ah oui. Ok. Après le BEP, maintenant, je suis allé à l'Institut avant. SP maintenant, faire le DSC. Ensuite, j'ai fait le DSC, j'ai eu la licence, le master. Voilà. En tout cas, j'ai fait toutes les formes. Voilà, j'ai fait le parcours. Parce que vraiment, je voulais vraiment que cette matière-là que j'ai choisie, que vraiment faire le tour de cette matière-là. Être le meilleur comptable possible. Wow. J'ai fait ça et puis j'ai fait les cabinets aussi. Tu as fait les cabinets? Oui, j'ai fait 3 ans. Justement, ce sont les questions que je vais te poser là. Oui, j'ai fait les cabinets. Et les cabinets, tu les as fait à partir de quand? À quel niveau? Bon, très tôt, parce que dès que j'ai eu le BEP, j'ai commencé à faire le cabinet. Et j'étais dans les cabinets et je continuais à faire mes formations. Ok, en cours du soir? En cours du soir. Ok. Voilà. Excellent. Je travaillais et à la descente, j'allais faire mes cours. Et j'ai continué comme ça jusqu'à trouver mon premier emploi. Question. Quelles sont les aptitudes ou quelle est la différence entre quelqu'un qui fait un parcours de comptable classique, qui se retrouve comptable dans une entreprise, et quelqu'un qui fait le même parcours mais qui passe par les cabinets? Est-ce qu'il y a des aptitudes que l'un développe que l'autre n'a pas? Effectivement. Parce que pourquoi les cabinets? Parce que ça veut dire que tu as l'opportunité de voir beaucoup d'entreprises. Ok. Vous savez, il y a beaucoup d'activités, énormément. Si tu es dans une entreprise, peut-être tu ne pourras pas tout voir. Quand tu es dans une seule entreprise? Voilà, tu ne pourras pas tout voir parce que ça peut être une entreprise commerciale, comme moi, de santé. Tu es cloisonné, tu vois que ça. Voilà. Alors qu'au cabinet, tu as l'opportunité d'avoir plusieurs problématiques. Parce que l'intérêt, c'est ça. Okay. L'intérêt, c'est d'apprendre comme ça. Et au cabinet, on te jette dans le bain et là, tu apprends. Tu apprends énormément. Tu deviens un peu comme un mercenaire qu'on déploie. Et voilà, souvent on dit qu'au cabinet, il n'y a pas d'argent, mais tu apprends beaucoup. Ouais. Souvent, c'est comme ça, c'est un choix. Et là, tu es mieux formé parce que tu auras une vision claire de l'activité comptable. Donc, du coup, tu as fait 3 ans de cabinet? Voilà.
J'ai fait 3 ans de cabinet. Ensuite, j'ai fait le DSC comptable. Ensuite, j'ai commencé... Le DSC C'est un diplôme élémentaire comptable, hein, c'est 1 an. Parce que moi, qu'est-ce qui m'est arrivé quand j'ai eu le BEP, bon, là-bas, il y avait le plan comptable sénégalais. OK. PCS. Donc, j'ai eu le diplôme avec le plan comptable sénégalais. Ouais. Dès que j'ai eu le diplôme, on nous parle de Cisco. Cisco, ouais. Donc, tout ce qu'on a appris là, maintenant, c'est fini. Poubelle. À la poubelle. Je dis, mais attends, ce que je vais faire, bon, il faut que rapidement que je me mette à jour. Et là, je suis allé faire le DSC. Là, il y a une partie comptable et ça me permettait de voir les modifications entre le plan comptable sénégalais et le Cisco. Quel serait l'intérêt pour quelqu'un comme moi? Moi, j'ai un parcours d'ingénieur en informatique. J'ai fait également un BTS en informatique de gestion. Donc, j'ai fait la comptabilité générale, comptabilité analytique. OK, voilà. Pour pouvoir faire les logiciels de gestion. Mais quel serait l'intérêt pour quelqu'un comme moi aujourd'hui d'aller faire un diplôme comptable? Bon, parce que vous savez, la comptabilité... Ou pour un entrepreneur lambda. Hein? Oui, je dis la comptabilité, le métier de comptable, c'est le meilleur métier. Ah ouais? Oui. Je croyais que c'était l'informatique. Non. C'est le meilleur métier. Parce que la comptabilité, c'est comme un tremplin. Tu es comptable, tu peux devenir tout ce que tu veux après. Okay. Et tu seras meilleur. Ouais. Tu vois, un comptable qui devient responsable de ressources humaines, il est meilleur que celui qui fait le parcours classique. C'est différent. Le comptable peut devenir un financier et il sera meilleur financier que quelqu'un qui n'a pas fait un parcours. Attends. Tu es en train de me parler de comptable et de financier. Moi, je pensais qu'un comptable est d'emblée un financier. Non, les deux ne sont pas liés. Ah ouais? On peut les lier parce que le financier, c'est quoi? C'est lui qui interprète, qui analyse les travaux du comptable. Okay. Aujourd'hui, l'intitulé de ton poste au niveau de Bio24, c'est manager finance. On ne voulait pas dire directeur financier. Okay. On a préféré le mot manager finance parce que pour faire la différence entre un directeur et un manager. Parce que le manager, peut-être, c'est un peu différent du directeur qui est là seulement. Le manager, c'est quelqu'un comme un mentor, quelqu'un qui accompagne, qui aide à grandir, qui est presque un mini-responsable des ressources humaines. Vous voulez sortir cette différence. Voilà. Excellent. Waouh. J'apprends des choses. L'objectif, c'est ça. Et j'espère que vous aussi, vous apprenez autant. Et si vous avez des questions, il faudra les mettre en dessous de cette vidéo parce qu'il sera là. C'est un des anciens présidents du CJDI pourra vous répondre à tout moment. Bon, en Afrique, hein, comme dans d'autres pays, il y a ce préjugé-là au niveau de certaines personnes, certains hommes et même au niveau de certaines femmes qui disent, voilà... la femme, elle n'a pas besoin de faire de grandes études, elle doit rester à la maison et tout. Et toi, dès le départ, à l'époque, je dis l'époque, c'est vrai que c'est pas dans un autre siècle, mais tu encourageais déjà ton épouse à poursuivre les études. Mais c'est important. Et je vous lance un défi. Hein? Les hommes qui ont réussi, il faut voir qui est derrière ces hommes-là. Yeah. Les vrais mentors, c'est qui? Ce sont leurs épouses. Hein? Ouais. Et si elle n'a pas d'éducation, comment elle peut être un mentor efficace? Oui. Parce que souvent, mais les femmes, souvent, vous donnent de ces réponses-là que même ton course-là, ton mentor ne peut pas te. Ouais. Parce que c'est... Elles nous connaissent mieux. Oui. Elles nous connaissent mieux, elles sont plus intuitives, elles sont... Voilà. Et puis, elles ont souvent ce recul nécessaire que nous, on n'a pas. Je dis que c'est ça que tu peux faire. Excellent. Voilà. Si vous avez comme mentor, comme complice, comme conseillère, la femme, je pense que votre épouse est mieux placée que quiconque pour vous soutenir. Et puis, souvent, les femmes nous disent des vérités que peut-être les autres n'osent pas nous dire. Parce qu'elles nous connaissent. Voilà. Les autres, peut-être mais elle, tu dis non, c'est pas ça. On peut mentir aux autres, mais on ne peut pas leur mentir. Hein. Ce que tu as fait là, c'est pas comme ça. Il faut faire ça comme ça. Excellent. Et on l'accepte.
Moi, je pense que la réussite n'est pas solitaire. Un homme ne peut pas réussir tout seul, c'est pas possible. Wow. Il faut s'adresser sur quelqu'un. Et la meilleure personne, c'est son épouse, quoi. Oui. Et vice-versa. Et vice-versa. Tu sais, la femme, elle ne demande que ça. Vous lui faites confiance et vous rendez ça. Excellent. Wow. Elle ne demande que ça. Alors, on poursuit. Donc, après le mariage et après le travail dans le cabinet. Voilà, après le mariage, j'ai quitté une première fois. L'une des premières sociétés informatiques à Dakar. À Dakar. Ah oui, c'est elle qui a amené la première fois les marques Acer là. Ok. Voilà, au Sénégal. Donc, c'est une société informatique. Et j'ai quitté une première fois. Okay. J'avais vu une opportunité, je pense que bon, c'était une société anglophone, hein, comme j'aimais aussi l'anglais, qui voulait recruter quelqu'un à amener en Guinée-Bissau. Okay. Tu avais pris le poste? Oui. Et tu étais basé en Guinée-Bissau? Non, je ne suis pas parti. Donc, on a fait le processus de recrutement, j'ai été retenu et j'ai été formé pendant 1 mois. Okay. Pour pouvoir partir. Maintenant, le jour où on m'a annoncé mon départ, on a acheté le billet. On m'a dit que vous partez mardi. J'ai dit d'accord, mais j'ai dit, mais où est le contrat? On m'a dit non, le contrat arrivé en Guinée-Bissau, vous avez signé le contrat. J'ai dit non, moi je ne quitte pas le Sénégal pour aller signer un contrat en Guinée-Bissau. Il faut me signer d'abord un contrat ici au Sénégal. Je laisse une copie à madame avant de partir en Guinée-Bissau. Donc, on ne s'est pas entendu. Non, il faut dire non, moi, je ne peux pas aller là-bas à l'aventure comme ça. Quitter le Sénégal sans contrat, ça n'a rien de tout. Ça ne se fait pas. Finalement, je ne suis plus parti. Ok. Ensuite, je suis retourné à... Bon, ça a duré 2 mois. Ok. Bon, entre-temps, le patron m'appelait, il me faisait un appel du pied, quoi. Il dit, Karim, il faut revenir. Vous étiez toujours dans de très bons termes. Voilà. Okay. Et puis même mieux. Tu sais, bon, moi, je voulais revenir. Et lui, il m'appelle, me dit que je vais augmenter ton salaire pour que tu reviennes. Toi-même, tu voulais revenir. Et lui te dit, Atia, je dis, d'accord, vous me mettez combien? Ajustez un peu là. Ouais. De toute façon, j'allais revenir. Alors que je suis revenu encore quelques mois, quand j'ai eu l'opportunité de Bio 24, c'est là que ça s'est présenté. Ok. J'ai dit waouh. Et puis là aussi c'était un recrutement. J'ai soumissionné. On m'a appelé. J'ai passé les tests et tout ça. Et là aussi j'ai été retenu. Excellent. Voilà. Maintenant, pourquoi j'ai quitté là-bas pour aller à Bio 24? Moi, je pense que c'est une question de réalisme. De réalisme, ok. Là où j'étais, c'était bien. Parce que j'étais DAF, directeur administratif et financier. Au niveau de l'entreprise? De l'entreprise où j'étais, ouais. Donc, j'avais un grand bureau comme ça, hein, une assistante, une voiture à ma disposition, hein, le carburant, le téléphone que la société a mis à ma disposition. Hein. Vraiment, c'était bien et j'avais vraiment la liberté de travail. Et je dis d'accord, Karim, ça c'est bien. Mais est-ce que d'ici 5 ans, cette société va continuer à exister? Donc je sais que B24 peut faire 100 ans. Déjà en analysant de l'extérieur. Voilà, j'ai vu ça. Parce que c'est l'activité médicale. Vous voyez, les sociétés qui ont augmenté le chiffre d'affaires durant le Covid, c'est juste ces sociétés qui sont dans l'activité médicale. C'est vrai. Et puis B24 commençait à avoir une certaine notoriété. Hein. Avant que je vienne, déjà, elle avait 10 ans d'existence. Ok. Donc, maintenant, c'est juste une question de choix, mais aussi de courage. Oser quitter ta zone de confort. Ça, c'est très important. Absolument. Oui. Dans la vie, des fois, il faut oser prendre les choses. Mais moi, je n'avais pas peur. Parce que j'étais encore jeune.
Et je savais que j'étais un bon comptable. Et là, on était en quelle année? Et tu étais en 2004. 2004. Oui. Et à Bio 24, tu es arrivé à quel poste? Comptable. Donc, tu as quitté un poste de DAF. De DAF pour aller au niveau de Bio 24 pour un poste de simple comptable. Voilà. Waouh. Excuse-moi. Et sur place, il y avait déjà une équipe. Il y avait rien. Ok. On me dit qu'ici, il n'y a pas de comptabilité parce que nous sommes suivis par un cabinet. Ok. Donc, si tu viens, c'est toi qui dois mettre les choses en place. La fonction, les procédures. Et il n'y a personne pour t'aider. Parce que nous, on n'y connaît rien du tout. On comptait sur toi pour lancer. Pour démarrer le département comptable interne. Voilà. Okay. Et il y avait une personne qui s'occupait du personnel. Lui, dès que j'arrive, il me dit, je n'attendrai que ça. Moi, je dois poursuivre mes études. Pendant 2 ans. Donc, pendant 2 ans, non seulement tu es comptable, mais tu vas s'occuper des ressources humaines. Personnel également. Okay. Voilà. Et puis, ce qui est important, il faut savoir aussi se départir des choses pour en gagner d'autres. Parce que avec tout ce que j'avais, le directeur de BMC, il me dit Karim, parce que j'ai amené ce que je gagnais avant. Ok. Il a regardé, il dit que je vais ajouter 50 000 sur ton salaire. Juste une différence de 50 000. Ok. Et tu perds tout ce que tu avais. Là, tu n'as pas de voiture. Tu n'as pas de voiture. Tu n'as pas de bureau aussi. Nous sommes à l'étroit, tu as une table, quoi. Ok. Tu n'as pas de bureau, tu n'as pas d'assistante, tu n'as pas de téléphone, pas de carburant. Et tu as accepté? J'ai dit, il n'y a pas de souci, j'accepte. Pourquoi? Tu as fait les projections, explique-nous pourquoi. Voilà, c'était le challenge, un défi. Okay. Mon premier défi de la vie. J'ai dit, mais moi, je peux le faire. De toute façon, si ce n'est pas B24, ce sera dans d'autres sociétés. Ce sera ailleurs. Parce que je sais que j'ai cette capacité-là de me trouver ailleurs. C'est vrai que là où je suis, c'est bien, mais c'est une zone de confort. Je dois trouver d'autres chances. Et j'étais marié encore. Hein? Et j'attendais ma fille quand j'ai démissionné. Excellent. Et pour corser les choses, B24, on me dit, tu vas faire un contrat à l'essai. Ah ouais? Et de l'autre côté, tu avais quel contrat? CDI. Tu quittes un CDI pour faire un contrat à l'essai d'abord? À l'essai. Mais bon, tu te faisais confiance. Oui, je me dis, je ne pensais pas à ça. J'avais recommandé un ami pour une entreprise qui était en train de faire un recrutement. Finalement, c'était d'ailleurs pour un poste de responsable financier. Mais l'ami, il a refusé parce qu'il m'a dit, écoute, quand j'ai analysé l'entreprise, la direction, c'est une personne. Et je ne veux pas confier mon avenir à une seule personne, aux décisions absolues d'une seule personne. Je préfère quand c'est un groupe ou bien quand il y a un petit collège de décision, vous voyez un peu, et que voilà. Donc lui, dans son analyse, je vois qu'il veut éviter d'être sous l'autorité d'une seule personne. Et son raisonnement est plausible pour moi. Mais toi, qu'est-ce qui a fait que... Non, parce que ça aussi, bon, là, pour le cas de B24, il a passé carrément à côté. Parce que B24, c'est une seule personne. C'est une seule personne également. C'est une société qui a fait 30 ans. Il y a une seule personne. Je veux dire, c'est un seul DG. Oui, c'est lui. Il est associé unique. Jusqu'aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui? Il n'a pas d'associé. Il est tout seul. Ah ouais? Oui. Il a mis ça en place. Parce que aussi, la subtilité aussi, moi, je ne suis pas jeté dans la gueule du loup comme ça. Parce qu'il faut savoir analyser ça commence à l'entretien. Est-ce que c'est facile de créer une entreprise dans le domaine médical? Moi, je suis entrepreneur. On flaire toujours les opportunités. Oui, c'est facile, pas facile, mais heureusement que c'est aussi... C'est encadré? C'est encadré parce que... Je veux dire, la réglementation... Il y a une réglementation, par exemple, pour Bio24, il faut être biologiste pour être directeur d'un laboratoire d'analyse médicale. Je peux aller faire un bac plus 2. Si tu es homme d'affaires tout court, tu ne pourras pas. Ok. On recentre l'entretien. Voilà. Voilà. Donc, tu vois, donc ça, tu sens les questions, et même dans les questions, tu vois l'envie où eux, ils veulent aller. Et donc, ça te donne envie de faire l'aventure voilà. avec eux, quoi. Et puis,
on n'a pas toujours la chance peut-être de démarrer à zéro. Ok. Et là, c'était vraiment, tu démarres à zéro. C'est-à-dire qu'on te donne quelque chose, on se dit, vas-y. Tu as une liberté. Excellent. Moi, j'étais une seule personne. Et actuellement, dans le département, finance, tout ça, vous êtes voilà, on est presque 20 personnes. Vous êtes parti d'une personne à 20 personnes. Parce que ce département-là a pu donner des comment on peut l'appeler, des petits, des ruisseaux. Hein? Voilà, parce qu'après, il y a le contrôleur de gestion, il y a le département achat, la gestion de stock, la facturation, ces choses-là qui viennent se greffer dans l'administration. Voilà. Donc, j'étais vraiment chargé de mettre en place pas seulement une comptabilité, mais tout un département. Une administration. Ouais. Parce que je n'ai pas voulu être juste un comptable qui vient juste pour leur parler de débiter, créditer et par terre. Mais on veut mettre autre chose parce que eux, c'est des techniciens. Oui. Les personnes, les techniciens. Mais il faut dire qu'au-delà de la technique, il y a des supports. Et pour pérenniser l'activité technique, il faut qu'il y ait des supports solides. Parmi ces supports, il y a l'administration. Ok. Et qui parle de l'administration, parce que moi, je m'occupais de la comptabilité, d'accord, c'était mon poste, mais des ressources humaines. Voilà, parce qu'avant, c'est le cabinet qui faisait les bulletins de salaire, tout ça. J'ai ramené qu'on fasse ça en interne. Il n'y a plus des enveloppes qu'on donne. Les gens ont des virements bancaires pour les salaires, ainsi de suite. Hein. On commence à faire des inventaires pour la gestion de stock. Hein. Ok, donc voilà. tout ça n'existait pas. Okay. Voilà, et ainsi de suite pour la gestion du parc automobile. Hein. Toutes ces choses-là, j'ai initié. Maintenant, il y a des départements séparés. Quelle est la taille de Bio24 en termes de ressources humaines? Oui, presque 100 personnes. Waouh! 100 personnes. Et en termes de points de présence, vous êtes uniquement... Oui, nous sommes en ville, à Dakar, et on a ce qu'on appelle des centres de prélèvement. Ah, vous avez des centres de prélèvement? Des centres où on ne fait que des prélèvements pour ramener au siège. Ok. Parce que le métier aussi est réglementé. Bio24 ne peut pas se démultiplier. On ne peut pas créer Bio24 un peu partout. C'est un peu comme les pharmacies, quoi. Voilà, tu es Bio24 parce que chaque laboratoire doit être managé par un directeur, par un biologiste. Okay. Comme la licence est donnée aux biologistes. Okay. On ne peut pas créer Bio24 à Dakar, à Tamba, à Hambourg. Non, c'est impossible. Ce que la loi accepte, c'est juste des centres de prélèvement. Okay. Les endroits où les gens vont, on fait les prélèvements, on ramène au siège. Et vous avez combien de centres de prélèvement? On n'en a que 2. Ok. Voilà. Ils sont répartis où? Oui, on a à Wakam, pas Wakam, Kermassar. À Kermassar. Kermassar. Okay. Mais il y a des projets de création d'autres centres de prélèvement. Ok. Parce que l'histoire des centres de prélèvement aussi, c'est tu les mets là où il n'y a pas de laboratoire. Oh, ok. Parce que s'il y a déjà un laboratoire, c'est comme si tu voilà, concurrencé. Effectivement. Okay. Et mieux, s'il y a un labo qui se crée là-bas, tu es obligé de fermer. Ah ouais, si un labo se crée après, là où tu as ton centre de prélèvement, tu dois le fermer. Voilà. Ouais, c'est très réglementé. C'est réglementé. C'est réglementé, même la tarification est réglementée dans ces métiers. Ok. Et puis il y a beaucoup de choses qui sont réglementées. Tu n'as pas le droit de faire la publicité aussi. Wow. C'est l'activité de santé, tu vois. Et quels sont les plus gros challenges que tu as rencontrés? Bon, ça c'était le premier défi. Hein. Mettre en place un département et surtout créer une communication, une symbiose entre les gens que tu trouves là-bas, qui n'ont jamais vu de comptable ou même qui n'ont jamais travaillé avec un comptable. Est-ce que tu as eu des challenges de personnes? C'est les plus compliqués. Oui, c'est les plus compliqués. D'abord, se faire comprendre, c'était difficile. Parce qu'il y a qui pensent que le comptable, c'est juste... peut-être, je ne sais pas, te donner de l'argent, tenir la caisse, ou bien ton ordinateur ne marche pas, tu l'appelles. Ah ouais? Oui. On appelle le comptable. Oui. Il y a un problème de carte. Au début, c'était comme ça. Il n'y a pas de cartouche dans l'imprimante. Okay. On t'appelle, la voiture est en panne, on appelle le comptable. C'est le relais, quoi. Oui. Les tiroirs ne marchent pas, on appelle le comptable. Ah ouais? Oui. C'était comme ça l'histoire de la comptabilité.
c'est le comptable qui est là pour gérer tous ces problèmes. Et comment tu as pu... Maintenant, il faut juste d'abord faire développer l'entreprise. Parce que B24 commence à s'agrandir. Il faut aussi créer une équipe. Ouais. C'est ça, quoi. Moi, en tout cas, toute ma vie à B24, j'ai toujours essayé de créer, de mettre en place l'équipe. Ok. Parce que j'ai pour l'habitude de dire que fais l'équipe et l'équipe fera le travail. Ah oui. Ah, ça, c'est très bien dit. Oui. Fais l'équipe et l'équipe fera le travail. Voilà. Absolument. Et toi, tu n'es là qu'à manager, qu'à motiver, qu'à corriger, qu'à déléguer. Aujourd'hui, comment ça se passe? Mais énorme. Oui, j'ai une excellente équipe. Des gens qui sont motivés, qui adorent ce qu'ils font. Et toi-même aujourd'hui, en termes de charge de travail? Pas beaucoup. Moi, je suis un manager. Excellent. Moi, j'arrive à faire que le matin, quand tu te lèves, que tu aies envie de venir au bureau. Pas dire, aujourd'hui, je n'ai pas envie de voir la tête de Karim. Et tu es pressé de voir la tête de Karim. La tête de Karim parce que tu mets le cadre pour... Voir le cadre et surtout le bien-être. Excellent. Ouais. C'est excellent. Parce que moi, je suis arrivé à mettre en place... et puis c'est le respect d'abord. Ouais. Le respect. Le respect. Oui. Pourquoi particulièrement le respect? Non, c'est important. Parce que l'individu, quand tu demandes la plus belle personne, la personne, c'est lui-même. Et puis, tout commence par le respect. Si tu ne respectes pas quelqu'un, il ne pourra jamais te respecter. Absolument. C'est important de sentir qu'on est respecté. Wow. Parce que là, ça te valorise. Parce que là où il n'y a pas de respect, tout part. Tout part, voilà, en broderie, c'est pas important. Il y a le respect. L'amour aussi, ça vient après le respect. Wow. Les gens doivent se sentir aimés. Ton équipe là, doit savoir que toi, tu les aimes. Wow. Ça veut dire qu'on ne parle pas seulement, on n'est pas seulement des collègues. On ne doit pas parler que du travail. Je sais que ton fils Moussa avait de la fièvre hier, le matin, comment il va? Et ton mari là, il a pu récupérer de son truc. Et là, il sent que tu partages quelque chose avec cette personne-là. Vous voyez, ça veut dire que l'amour. Et puis le bras là, pour me faire une action avec mon bras, il faut d'abord toucher mon cœur. Absolument. Et ça vient naturellement. Les gens te demandent, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tellement ils ont envie de... Parce que tu es dans leur cœur. C'est très important de vivre ces expériences-là. Parce que le travail, c'est comme ça. Tu ne dois pas être une charge. Tu ne dois pas avoir le matin, traîner les pieds pour venir au bureau. Je voudrais qu'on parle d'un autre chapitre ou de deux autres chapitres de ta vie. Personnellement, on se connaît. On s'est connus au Toastmaster. Ouais. On était dans le même club Toastmaster. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Toastmaster, ce sont des associations de prise de parole en public et de leadership. Donc ça existe depuis 1924. Ça c'est pour la partie pédagogique. Donc c'est là où on s'est connus. Et tu as été également président du Centre des jeunes dirigeants. Parle-nous brièvement de ce qui t'a amené au niveau du Toastmaster et pourquoi, ce que tu y as trouvé. Et puis voilà, le Toastmaster aussi, ça a été un accident de ma vie, parce que je suis tombé... Un accident? Oui, écoute, je suis tombé par hasard. Parce que j'avais une amie et ancienne présidente Toastmaster, Josiane Niagno, parce que certains la reconnaîtront, qui était une amie. Et qui me parlait souvent de Toastmaster. Et m'invitait souvent, mais je n'avais jamais eu l'opportunité d'y aller. Ok. Et ils se réunissaient dans un hôtel de la place. Et une fois, j'avais un événement dans cet hôtel-là. Et l'événement a été annulé. Moi, je n'étais pas informé de l'annulation. Ok. Je suis arrivé jusque là-bas. On m'a dit que l'événement a été annulé. Okay. Et j'ai regardé dans les affiches, j'ai vu qu'il y a séance de Toastmaster.
Je dis, mais tiens, je vais aller voir Joliette. Ouais. Comme je suis déjà là. Et je me suis inscrit le même jour. Ok, tu es venu regarder, tu t'es inscrit. Voilà. Ok. Et là, C'était au niveau de Khewel ou au niveau de terrain? Khewel. Parce que quand j'étais au Toastmaster, il n'y avait qu'un seul club. Okay. C'est après, ensemble, qu'on a essayé de mettre en place Teranga. Teranga, c'est après. Teranga d'air, nous sommes membres fondateurs de Teranga. Et je me rappelle, c'est moi qui l'ai déclaré à l'international. Voilà. C'est vrai. Tu étais le premier trésorier. Oui, non, j'étais trésorier de Teranga pendant 6 ans. Okay. Parce qu'on n'arrivait pas à trouver la bonne formule. Comment faire pour déclarer le club? C'était une première. J'étais quelqu'un de nature timide. Hein. De nature timide? Oui, j'étais très timide et j'avais du mal à parler en public. Ah oui? Oui, j'ai bégayé beaucoup et je ne sais pas regarder les gens dans les yeux pour voir ce que le Toastmaster m'a transmis. On ne dirait pas du tout. Oui, le Toastmaster m'a. Et puis ça, c'est différent des cours qu'on prenne hein, pour apprendre à parler en public. Au Toastmaster, il n'y a pas de professeur. Ouais. Ça, c'est la nature du Voilà, c'est ça, sa nature. Quoi. Tu peux être professeur aujourd'hui et demain tu es étudiant. Ouais. Donc, voilà. La raison pour laquelle je t'ai posé la question, c'est justement le fait que finalement je te retrouve au niveau du CJD. Au CJD, vous voyez que. Et en plus, au niveau du CJD, tu es un ancien président. Voilà. Et comment l'aventure du CJD a commencé? Voilà. Là aussi, c'est encore le hasard hein, qui m'amène partout. C'est le hasard parce qu'il faisait une rentrée, le CJD, et une amie m'avait invité. Ok. À la rentrée. C'était en quelle année? C'était, et là, au risque de me tromper, mais je peux dire qu'il y a 12 ans. Il y a 12 ans? Ouais. Ah ouais? Il y a 12 ans que je suis au CJD. Donc le CJD, c'est bien avant Toastmaster? Oui, le CJD fête cette année, c'est 14 ans. Ok. Donc quand on était Toastmaster là, j'étais déjà au CJD. Ok. Donc tu étais au CJD avant de venir voilà. au niveau du Toastmaster. Ok. Vous voyez. Donc je suis venu à la rentrée et ce jour-là, j'ai été coopté par Landing, qui était le deuxième président du CJD, comme trésorier. Ok. Comme trésorier. Et là, j'ai gardé le poste de trésorier pendant très longtemps. Au niveau du CJD? Du CJD, avant d'être président. J'ai même président et trésorier en même temps. Ah ouais? Ah oui. Ok. Parce qu'après le landing, on a eu au CJD quelques flottements. Le président ne terminait pas les mandats. Et donc, j'étais obligé de rester en tant que trésorier. J'ai accompagné au moins 4 présidents. Ok. Voilà. Je disais même que le poste était taillé pour moi. Ouais. Voilà, parce que j'étais président et trésorier en même temps. Après que j'ai donné la main. Et là aussi, c'est énorme. Parce qu'au CJD aussi, ça m'a appris. D'abord, c'est une famille. Hein. J'allais te poser la question, qu'est-ce que le CJD t'a apporté? Voilà, ça c'est énorme, c'est cette famille, cette envie de... Parce que là, tu viens, tu sais que tu n'es pas seul. Tu peux venir avec des difficultés, avec des doutes. Mais tu vois des gens bienveillants qui vont dire que ce que tu vis là, moi je l'ai vécu. Tu l'as vécu également. Oui, également. Donc, pourquoi réinventer la roue? On vient se sourcer à ces mentors-là, à ces personnes-là. C'est des personnes bienveillantes. Et ça te donne envie de te battre. Moi, je suis entrepreneur également. Parce qu'à force, je suis comptable, hein, mais à force de rendre service, d'être sollicité, je dis, mais pourquoi ne pas être entrepreneur alors? Par rapport à mon métier, les gens me sollicitent. Et volontairement, comme je suis passionné par mon métier, et l'envie d'aider m'a poussé à finalement créer un cadre pour mieux rendre service. Ok. Voilà. Donc, même dans ma société, il y a le mot service. Donc, moi, je suis quelqu'un. Comment s'appelle ta société? Global Service. Global Service, tout simplement. Et quelles sont les prestations, ou bien les services ou les Ce produits que je propose, c'est... Voilà, c'est pour ça que je te parlais de services. Ouais. Pour dire que je propose des services.
Ok. Pas forcément des services comptables, mais tout ce qui tourne autour de l'entreprise. Ok. Que ce soit la création d'entreprise, la recherche de financement, la formation. Et au niveau de ton entreprise aujourd'hui, tu as des équipes également? Non, je n'ai pas d'équipe, carrément. C'est juste des conseils, mais je peux aider, par exemple, à accompagner ton comptable. Ok. À te trouver un comptable. Ok. Donc, mise à disposition. Mise à disposition, voilà. Mais moi, je suis plutôt dans le conseil. Ok. Voilà, dans le conseil, l'accompagnement et de trouver les ressources pour que tu puisses arriver à... Voilà. Et dans aussi l'intermédiation, parce que j'arrive à te mettre en relation avec des experts pour la certification de ces états financiers. Excellent. Et aussi, on me sollicite aussi pour des séminaires. Ok, pour animer des séminaires. Pour animer des séminaires sur la comptabilité et volontiers. J'ai fait ça avec d'autres personnes. Excellent. Moi je suis dans tout ce qui est cohésion, union, coopération. Moi je crois à ces choses-là. On se retrouve ensemble pour faire quelque chose. Mais c'est intéressant. Alors, tu as un parcours aujourd'hui en tant que quelqu'un qui accompagne les entrepreneurs, donc à titre professionnel. Tu es également chef de service quelque part au niveau d'une entreprise bien établie qui est là depuis des années. Et tu es un ancien président du CJD. Et tu es l'une des personnes les mieux placées pour conseiller quelqu'un aujourd'hui qui se lance, qui se pose des questions, qui se demande, mais moi, je suis entrepreneur, je me sens isolé, est-ce que le CJD, c'est pour moi? Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? D'abord, regardez mon parcours. Quelqu'un qui fait 12 ans quelque part. Un doyen comme moi, qui a passé 12 ans quelque part. Et je suis encore dedans, et je suis encore membre actif. Il faut regarder 2 fois. Qu'est-ce qu'il a fait courir? Qu'est-ce qu'il trouve dans ce mouvement-là? Ok. Et c'est très important. Maintenant, ce que je conseille, déjà, c'est important, le fait de se retrouver. De se retrouver... entre entrepreneurs. Ok. Qu'est-ce que ça apporte particulièrement? Comme un cerveau collectif. Oh, ok. Excellent. Et puis, il y a des valeurs, et surtout des valeurs. Ouais. Parce qu'une personne, un entrepreneur, un directeur doit avoir des valeurs. Parce que ce sont ces valeurs-là qui nous définissent. C'est très important. Parce que des fois, dans la solitude, dans la précipitation, on peut amener à faire des choses qui ne sont pas, catholiques. Ouais. Mais quand on a des valeurs, même seul, les valeurs balisent. Ouais. te recadrent. C'est ça. Excellent. Voilà, c'est très important. Et puis c'est des personnes qui ont arrivé à quelque chose. C'est donc les sources d'inspiration, des mentors. Et puis même au CJD, il y a un groupe de personnes qui peuvent venir dans ton entreprise, auditer et discuter entre vous. Excellent. En tout cas, en tant qu'ancien président, tu as montré véritablement la valeur ajoutée. Mais c'est énorme. Et puis on a parlé d'entrepreneurs. Moi, j'ai vu beaucoup de clients, entre guillemets, des personnes que j'encadre au niveau du CJD. Et je le fais vraiment avec, je ne sais pas, avec une énorme gaieté de cœur. Gaieté de cœur, plaisir, fierté. Parce que qui dit entrepreneur, dit difficulté. Et puis c'est des personnes, souvent, qui s'oublient, qui n'ont pas de salaire, qui sont dans l'ombre pour faire briller d'autres personnes. Et ces personnes-là, si vous voulez leur demander beaucoup d'argent, c'est impossible. Parce qu'eux-mêmes, ils ne gagnent pas d'argent. Excellent. Il faut qu'ils trouvent quelqu'un qui connaît leur histoire, leur motivation, qui est entrepreneur comme eux, pour pouvoir les réorienter, les coacher, les accompagner. Et moi, je suis dans ce sens.
Je pouvais me satisfaire, dire que je suis salarié, je travaille, c'est bon. Donc, je n'ai pas mis en place ce cabinet-là pour gagner de l'argent. D'abord, c'est pour apprendre. Parce que j'apprends de tout le monde. Excellent. J'apprends de tout le monde. Excellent. Et maintenant, si je peux aider, avec plaisir, je le ferai. Quel est ton mot de fin? Bon, mon mot de fin, c'est d'abord vous remercier de cette opportunité de partager, parce que moi, je pense que c'est la première fois que je me livre comme ça. Ouais. Et j'y trouve du plaisir. Donc, ça, c'est important d'en parler. J'ai passé, il y a eu beaucoup de souvenirs qui sont venus. Et c'est ça la vie. Et aussi, l'intérêt, ça me fortifie, ça me motive, et ça me prouve que je suis sur le chemin. On dit souvent que le leader connaît le chemin, il montre le chemin, il emprunte le chemin. Oui. Et moi, je sais que c'est le bon chemin. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on trouve les informations sur ton entreprise? Pour quelqu'un qui veut travailler avec toi, où est-ce qu'il te trouve? Allez au CJD. Ce sont mes meilleurs relais. Voilà, allez au CJD et là, la première personne est Karim. Pose la question. Excellent. Voilà, c'est là, mes meilleurs agents publicitaires sont là-bas. Karim, merci pour ce partage. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter notre invité d'aujourd'hui en la personne de Monsieur Papa Karim Diop. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro avec un autre JD ou une JDette. En attendant, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous les laisser en dessous de cette vidéo. On se donne rendez-vous pour le prochain numéro.